Bonjour, vous regardez l'Ukraine en flammes, une chaîne YouTube en français par l'Ukraine Crisis Media Center. Je m'appelle Tetiana Ogarkova et dans ce projet, on vous raconte comment l'Ukraine résiste face à l'agression russe. Aujourd'hui, j'ai un invité tout à fait intéressant et particulier, David Dinota. Toi, tu es écrivain français qui est actuellement en Ukraine, d'ailleurs depuis plusieurs années, ou plus d'une année déjà. Tu viens d'une manière tout à fait régulière en Ukraine. Tu y passes grosso modo la moitié de ton temps, en fait, 15 jours en Ukraine, 15 jours ailleurs, d'ailleurs à Londres, parce que tu n'habites même pas en France, tu es écrivain français, mais tu habites à Londres. Et le dernier voyage que nous avons effectué, c'était un voyage à Zaporizhzhia. Donc on vient de rentrer hier, et c'était un voyage particulier parce que nous sommes allés avec une voiture pour la livrer aux militaires ukrainiens, mais ce n'était pas une voiture comme une autre, c'était une voiture qui appartenait à notre ami commun, Jonathan Delporte, qui lui, il était volontaire français, qui a combattu pour l'Ukraine en 2022, 2023 et 2024, et qui est décédé durant l'été 2025 lors d'un accident de voiture en Corse. Donc, on commence par cela. Et aussi à la mémoire de Jonathan, qui était quelqu'un d'important pour toi. Il a joué un rôle pour toi, pour ta décision de consacrer beaucoup de temps à l'Ukraine. Absolument. Raconte qui était Jonathan pour toi et pourquoi autant d'amitié et autant d'honneur pour lui. Merci Tetiana. D'abord, c'est un grand honneur pour moi de participer à cette émission. Je te remercie beaucoup. C'est très bien que tu commences par Jonathan, d'abord parce que ça permet de rendre hommage à ce formidable soldat qu'il était. Un vrai amour de la liberté au sens le plus concret du terme. Mais c'est aussi très très bien parce que c'est exactement mon approche en fait du conflit. C'est pas une approche philosophique au sens où je me pose pas de grandes questions géopolitiques, même si évidemment elles sont présentes, mais parce que je veux voir comment les choses se passent sur le terrain. Je veux être à hauteur d'homme, si je puis dire. Je veux voir la liberté, c'est un mot, mais derrière ce mot, il y a des hommes, et il y a des hommes qui sont en première ligne. Et mon but en étant en Ukraine, c'est de les rencontrer, c'est de les écouter, c'est de recueillir leurs témoignages, surtout s'ils sont écrivains, puisque comme tu sais, j'ai commencé par un reportage sur les écrivains en première ligne, les écrivains ukrainiens, la jeune génération brillantissime d'écrivains qui se bat pour l'Ukraine. Mais c'est toujours, tu sais, il y a cette phrase de Hemingway qui m'a toujours beaucoup plu, qui est When in trouble, ask the infantry. Alors voilà, c'est toujours l'idée qu'il faut partir vraiment de la base, mais évidemment ce terme pour moi a un sens très noble, mais il faut partir vraiment de la base. Et donc rencontrer Jonathan était pour moi fondamental, parce qu'il a été le premier à m'expliquer comment on se bat en première ligne dans le Donbass. On sait, toi et moi, qu'il s'est battu dans des endroits impossibles, à Kherson notamment, côté russe, donc dans des opérations extrêmement dangereuses, extrêmement périlleuses. Mais évidemment que son témoignage m'a mis tout de suite le pied à l'étrier et m'a permis de comprendre tactiquement comment la défense de la liberté s'opère. Donc voilà, c'est ce témoignage concret et cette vie concrète, et justement les hommes et les femmes qui sont sur la ligne de front, qu'ils soient militaires, qu'ils soient civils. Voilà, qu'il repose un fait, notre Jonathan, malheureusement, il a consacré 3 ans de sa vie à l'Ukraine. Comme disent ses amis, ses proches, lui il avait les papiers français, il avait un cœur ukrainien. C'est rare d'avoir ça. Et donc, voilà, Jonathan était un ami. Et je rappelle à nos auditeurs, ceux qui nous écoutent dans le podcast, que nous avons enregistré un entretien avec Jonathan Delporte. Qui a été décisif pour le connaître, pour moi en tout cas. Voilà, grâce à ce podcast que j'ai pu le connaître. Voilà, il explique les motivations de quelqu'un qui est à l'étranger, de comprendre que le combat en Ukraine, c'est un combat qui est aussi le sien, qui n'est pas uniquement le combat des Ukrainiens, c'est pas un combat des autres, c'est aussi mon combat. Donc, et ce moment de passage, pourquoi une guerre qui se passe quelque part, qui n'est pas chez toi, devient tout d'un coup ta guerre. Donc, il y a un passage important, en fait. Il l'explique dans cet entretien. Tu parles, David, du fait que c'était important pour toi de te rendre, de rencontrer en chair et en os les hommes et les femmes, cette jeune génération qui se combat sur la ligne du front.
y avait un moment tout à fait particulier quand tu te rendu pour la première fois ici en Ukraine. Tu connaissais pas, d'après ce que je sais, tu connaissais pas vraiment l'Ukraine, ni d'ailleurs pas vraiment ce coin du monde, avant de venir ici il y a 2 ans, Ouais. il y a 2 ans. Donc, ma question, quelles étaient tes premières impressions? Est-ce que tu étais surpris? Est-ce que tu croyais que ce que tu voyais c'était exotique? Et comment déjà, tu connais évidemment l'Europe, tu connais la Grande-Bretagne, tu as beaucoup voyagé en Amérique, y compris Amérique du Sud, mais ce coin de l'Europe, quelles étaient tes premières impressions? Eh ben, écoute, peut-être ça va te surprendre, mais je me suis senti chez moi très très rapidement. Je me souviens de cette épreuve théorique, de prendre le métro et de trouver ses directions et de s'orienter, et avec parfois des passages un peu compliqués dans les tunnels, etc. Et je me souviens de la joie de me rendre compte que je pouvais m'orienter tout seul. Et aussi du sentiment beaucoup plus général d'être bien en Ukraine. Le paradoxe, c'est que c'est un pays en guerre dans lequel se passent des choses horribles, mais je rentre d'Ukraine à chaque fois complètement revigoré, complètement avec un immense espoir, parce que rencontrer les Ukrainiens est une expérience, je crois que tous les Français d'Ukraine le savent, est une expérience exceptionnelle. C'est simplement au niveau de l'humanité que ça se situe en réalité. L'accueil est extraordinaire. La première force de l'Ukraine, c'est les Ukrainiens. C'est la mentalité ukrainienne, c'est une mentalité qui n'est pas du tout, qui ne souffre pas du complexe de supériorité comme son ennemi. Un voisin. Voilà, et ça se voit tout de suite, donc il y a un accueil extrêmement chaleureux, fort, qui fait que très rapidement on prend ses marques, et au bout déjà du deuxième séjour, de mes deuxième investigation, j'étais déjà très très heureux de retrouver mon Kyiv, et puis après d'aller dans toutes les villes et de jamais me sentir étranger en réalité. C'est très étrange, mais c'est comme ça. Donc voilà, tu n'es jamais étranger quand tu es en Ukraine. Jamais étranger. Mais dans tes voyages, ce qui est important, tu as déjà mentionné ton série de reportages, donc des portraits de jeunes et moins jeunes aussi, poètes, écrivains, hommes et femmes confondus. Toi, tu es écrivain, évidemment. Tu comprends la force des mots, tu comprends la force de texte, la force de la poésie. Et que tu découvres pour toi cette poésie qui n'est pas toujours traduite, parce qu'il s'agit parfois des poèmes qui viennent d'être écrits, c'est-à-dire que c'est maintenant qu'on a ce boom de la poésie. Si je te demanderais, voilà, ton avis peut-être général, qu'est-ce que pour toi cette nouvelle littérature ukrainienne qui naît dans les tranchées, dans les voitures d'évacuation, durant les voyages de volontaires, ou bien même en arrière, mais justement dans cette angoisse des alertes aériennes permanentes et des bombardements qui sont quotidiens. Qu'est-ce que c'est pour toi, cette littérature? Tu sais, on dit toujours qu'on pourra décrire cette guerre que dans 10 ans ou bien après sa fin, qu'on souhaite tous. Mais en réalité, la première surprise, c'est de me rendre compte qu'il y a déjà des chefs-d'œuvre. Il y a déjà des textes exceptionnellement forts, beaux, importants. Je ne peux pas ne pas citer quelqu'un que je considère un peu comme un frère maintenant, qui a fait dire Rudy, que j'ai rencontré à Kramatorsk, et qui est l'auteur d'un poème qui s'appelle La Position, et qui est un pur chef-d'œuvre. La restitution de l'expérience des tranchées. Et donc, peut-être le premier souci que j'avais en rencontrant ces écrivains, c'est de comprendre comment on témoigne d'une telle violence, une violence non voulue, par des hommes qui ne veulent pas faire la guerre, qui ne sont pas des psychopathes, qui n'ont aucun plaisir à tuer, et qui y sont forcés par les circonstances historiques et politiques. Et donc, c'est une épreuve qui est transversale en ce sens. Tous les écrivains que j'ai rencontrés détestent la guerre. C'est vraiment une guerre sans l'aimer. Et en même temps, ils ont le courage exceptionnel de la faire. Ils n'ont pas fui. Ils ne se sont pas inventés des excuses. Ils sont en première ligne. Donc déjà, il y a quelque chose du point de vue humain qui est absolument remarquable, qui est une leçon d'humilité pour nous tous, parce qu'il n'y a rien qui se mesure à ce courage-là, je pense. Et puis, quand même, il y a cette joie de fréquenter des textes qui sont d'une profondeur très forte. Le deuxième point commun, peut-être, c'est qu'ils ont tous absolument conscience de l'enjeu.
Ils savent très bien l'enjeu philosophique, l'enjeu politique, l'enjeu géopolitique de cette guerre. Mais simplement, ce sont des écrivains, donc ils ont cette force extraordinaire de s'arrêter sur des détails. C'est ça la grande force de la littérature, c'est le sens des détails, mais aussi le sens des paradoxes humains, des paradoxes sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire de rentrer du front et d'avoir ce genre de questions? Alors combien de Russes tu as tués quand on n'a pas envie de tuer? Donc ce sont des situations humaines très très singulières qui parfois les perturbent eux-mêmes, hein, et que j'essaye de recueillir et que j'essaye de comprendre, parce que je me dis que comprendre cette guerre, c'est surtout comprendre ces moments-là, ces moments humains, même si bien sûr il faut un portrait général, il faut des portraits géopolitiques, il faut comprendre ces enjeux-là. Il ne s'agit pas de les mettre de côté, mais en tout cas je voulais vraiment essayer de restituer cette guerre à hauteur d'homme. Donc voilà. De voir comment elle est. Comment on la vit, quoi, concrètement. Oui. Ce que tu lis un peu à la littérature de guerre, c'est évidemment ton amour pour Hemingway. Toi, tu as traduit tout à fait récemment un texte qui, depuis l'anglais vers le français, un texte de Hemingway qui n'était pas traduit. Or, ici en Ukraine, évidemment, Hemingway est important, mais à la fois, il y a ce jeune poète, Arthur Drogne, que toi, tu as interviewé. Donc, c'est le jeune poète qui a fait un peu ses débuts littéraires, justement, pendant la Grande Guerre, la Grande Invasion, puisque son premier recueil littéraire, il est paru il y a 1 an à peine. Arthur Drogne, il a 24 ans aujourd'hui. Au début de la Grande Invasion, il avait 21 ans, je crois, un étudiant. Et donc, lui, il a intitulé son deuxième livre, son livre d'essai, Hemingway ничего не знает, ça veut dire Hemingway ne sait rien. Rien compris, oui. Voilà, rien compris, voilà, on peut dire, n'a rien compris. Alors là, moi, je vois une contradiction là. Oui. Parce que pourquoi Arthur considère que Hemingway il est au courant de rien, il n'a rien compris? Et comment déjà, cette guerre qui est évidemment différente par rapport à la guerre que Hemingway a connue, voilà, comment ça s'accorde chez toi? Tu as raison. Très belle rencontre avec Arthur qui est... Écoute, Arthur, pour nous, c'est associé au mot génie, hein, oui, à cause d'Arthur Rimbaud. Et Arthur Drogne est certainement un immense écrivain déjà, malgré son âge, mais c'est un poète exceptionnel et qui a aussi une vraie réflexion. Et c'est vrai que c'est une question intéressante parce que parfois, je pose cette question aux écrivains qui se battent et je leur dis, est-ce qu'il y a des auteurs qui vous servent un petit peu de référence pour tenir ? Et la réponse que j'ai, c'est non. Parce que dans la guerre, il y a des points absolument communs, la peur, le froid, le sang. Et puis, il y a des choses irréductiblement singulières qui fait qu'on se bat dans une guerre qui n'a jamais été racontée et vécue auparavant. Il suffit de penser aux drones, par exemple, à la place des drones aujourd'hui, qui, en quelque sorte, rend, avec évidemment le stress et l'angoisse qui est impliquée dans ce type de technologie, pour les soldats qui sont sur le terrain et dans les tranchées, une angoisse permanente, la mort vient du ciel. Dans un rapport un peu ludique, un peu pervers, hein, puisqu'on sait ce qui se passe à Kherson dans les safaris humains. Donc il y a quelque chose là que, évidemment, Hemingway n'a jamais raconté. Et c'est ça qu'il faut, évidemment, essayer de comprendre. C'est la singularité de cette guerre. Donc, la réponse qui m'est apportée, et c'est pour ça que c'est tout à fait cohérent ce que dit Arthur en disant Hemingway n'a rien compris, parce qu'en tout cas, il n'a rien compris de cette dimension-là qui est la sienne et qu'il est de leur devoir de restituer en tant qu'écrivain. Il y a quelque chose d'unique, il y a quelque chose d'absolument singulier, il y a quelque chose d'irréductible dans cette guerre russo-ukrainienne. C'est quelque chose aussi qu'il faut comprendre au niveau humain, c'est que la littérature a peut-être une limite, c'est qu'on peut s'inspirer de très grands écrivains, et par exemple, certains évoquent Kipling, tu vois, qui était d'ailleurs une référence pour Hemingway, mais il y a un moment donné où ça s'arrête parce que le vécu est tellement fort et tellement unique qu'il faut inventer du néant presque, ses propres mots, sa propre histoire, ses propres poèmes. Et c'est ça qui est le plus remarquable dans les écrivains que j'interviewe. Quand j'ai lu cet essai d'Arthur Drogne dans son livre, voilà, que Hemingway n'a rien compris, il y a une chose qui dit très clairement. Donc en Ukraine, dans cette guerre, c'est une guerre où on ne peut pas être pacifiste.
Oui. Pourquoi? Parce que c'est une guerre qu'elle n'a jamais voulu faire, mais on n'a pas d'autre choix que la faire, parce que c'est une guerre de défense où justement l'ennemi, ce que cherche à faire l'ennemi, il cherche à exterminer voilà, l'Ukraine en tant que telle. Absolument. Donc les civils, les militaires, Les enfants. nos villes, etc. Et donc face à cela, donc tout ce qu'on connaissait de la littérature anti-guerre, littérature qui était écrite dans les tranchées de guerre qui perdaient leur sens, dans les guerres impériales, Drone parle aussi de Remarque par exemple, et que là on peut pas, quand on est ukrainien, on ne peut pas se mettre à la situation où on dit on est contre la guerre, parce que évidemment on est contre la guerre et on ne peut pas être contre la guerre. Cette position double, parce qu'on est contre cette guerre, parce qu'on est contre son début, parce que c'est une guerre absolument illégitime, c'est une guerre d'agression, c'est une guerre où nous n'avons pas notre place. Mais à la fois, on ne peut pas être contre la guerre, parce que cette guerre, ça veut dire défense, ça veut dire survie, ça veut dire défense de tout ce qui est fondamental, ce qui est cher pour nous, c'est-à-dire notre vie, nos villes, nos villages, nos hommes, nos femmes, nos enfants, etc. Voilà, c'est ça qui est le paradoxe. Est-ce que toi, tu as beaucoup voyagé déjà en Ukraine, tu as vu Kramatorsk, tu as vu Kharkiv, tu as vu le sud, Zaporizhzhia récemment, d'autres villes, donc tu as quand même sillonné un peu le pays. Est-ce que toi, tu as l'impression voilà, de cette guerre existentielle, c'est le mot, un peu peut-être pompeux, mais c'est ça le mot, l'expression utilisée par rapport à cette guerre. Est-ce que tu ressens cette dimension de cette guerre comme guerre existentielle où justement c'est un peuple qui n'a pas le choix que de se battre? Absolument. Tu sais, je ne sais pas pour citer un de mes livres, mais c'est un problème qui m'a apparu comme déjà très ancien. J'ai écrit un livre qui s'appelait « J'ai épousé un casque bleu ». Et pour moi, ce titre ironique résume toute l'Europe. Mon problème en tant qu'Européen, c'est pas une guerre ukrainienne, c'est une guerre européenne. C'est que nous nous sommes déshabitués à cette vérité fondamentale qui est que des valeurs, ça se défend et ça se défend par la force, que je distingue de la violence. Nous faisons une distinction, nous Européens, entre la force et la violence, et c'est justement la différence entre la légitimité et l'illégitimité. Donc cette question-là m'obsédait déjà il y a 15 ans. J'ai fait mon doctorat sur la guerre de Bosnie, donc il y avait déjà des enjeux et j'étais très frappé par le pacifisme européen idéologique. L'idée que les guerres c'était derrière nous et que quiconque voulait penser même à dépenser de l'argent dans le militaire était en train de en quelque sorte de chercher la guerre, hein, d'être un va-t-en-guerre. Bon. Alors cette idée, elle m'a toujours paru tout à fait erronée. C'est pour ça que j'en ai fait une comédie à l'époque, et j'en ferai pas une comédie aujourd'hui, parce que c'est une vraie tragédie. Mais en tant qu'Européen, je sentais qu'il y avait une faille dans le dispositif philosophique des Européens, qui est l'incapacité de regarder la guerre en face. Et je pense que le déni est un processus à la fois idéologique, civilisationnel, mais purement psychologique. C'est-à-dire que les démocraties, c'est leur grande faiblesse, ne font la guerre que quand elles sont véritablement acculées, voire quand il est trop tard. Et nous, Français d'Ukraine, nous avons une conscience très aiguë du fait que l'Ukraine est notre bouclier démocratique. Et évidemment, nous luttons contre l'idée que... d'abord tous les mensonges du Kremlin, qui est que c'est les Ukrainiens qui ont obligé les Russes à les envahir, enfin toutes ces inepties, qu'il suffit de regarder la réalité pour se rendre compte qui a envahi qui. Bon, mais enfin, on arrive quand même à des renversements de propagande spectaculaires en Europe. Et donc, on est obligé, si tu veux, de revenir à cette vérité fondamentale. Moi, il se trouve que mon papa était officier, donc j'étais très sensibilisé à la question militaire et à cette vérité gaulliste de base, enfin gaullienne plus exactement, qui est que le fil de l'épée est l'axe du monde. Hein. Donc, il n'y a pas de république au sens antique du terme, il n'y a pas de défense des valeurs, il n'y a même pas d'état de droit sans une armée très forte et très puissante. Donc j'ai toujours regardé la puissance comme un élément à conserver à l'esprit, à étudier et à raconter aussi, tu vois, de façon très concrète, de façon littéraire. Donc j'ai toujours senti cette faille chez nous, en tant qu'Européens, et le fait que la guerre se soit déclenchée de la manière dont elle s'est déclenchée, le fait qu'elle se déroule de la manière dont elle se déroule, est pour moi très important, mais répond à un souci très vieux, si tu veux, en tant qu'écrivain européen.
Avec l'écrivain européen, fils d'officier, qui toi, tu as soutenu ta thèse sur des questions sur la. Sa thèse était sur la guerre de Bosnie, n'est-ce pas? Exactement. Donc les questions sécuritaires et notamment de l'OTAN te préoccupent. Donc voilà, tu fais cet hybride heureux entre un écrivain, sensibilité, on va dire, artistique avec la connaissance des choses militaires et sécuritaires. Donc c'est absolument prédisposé, destiné à être en Ukraine et de te sentir ukrainien en quelque sorte. Quand nous sommes aujourd'hui en Ukraine, évidemment, c'est déjà la 4e année de la Grande Guerre. Je ne compte même pas ce qui était avant, c'est-à-dire à partir de 2014, c'était toujours la guerre. Crimée, Donbass, la guerre plus hybride, là aujourd'hui une guerre plus acharnée. Et souvent, on constate qu'il y a une espèce de... Je dirais pas une fatigue, hein, des engagements, des intérêts, parce qu'à un moment donné... il y a ce qu'on appelle la banalisation des souffrances. C'est-à-dire que en 2022, évidemment, c'était le grand choc pour les Européens que de voir une guerre éclater au milieu de l'Europe. Là, ça devient un peu banal que une guerre en Ukraine, c'est tous les jours comme ça, il y a toujours des bombardements, il y a encore des morts, etc. Est-ce que, selon toi, il y a pas de volonté en tout cas d'une partie des Européens, de se dire, mais écoutez, consacrons ces pauvres Ukrainiens de toute manière. Ils étaient toujours russes. De toute manière, la victime est toujours coupable. Faisons de la sorte de bâtir un mur entre ces pauvres Ukrainiens déjà condamnés et puis nous-mêmes. Est-ce que tu sens qu'on va dans cette direction de la réflexion quand on parle de la guerre russe en Ukraine ? Je crois qu'il y a ce qu'on pourrait appeler un horizon d'attente qui est effectivement le déni. On ne peut pas décrire cette guerre sans décrire en même temps cette configuration psychologique européenne qui voudrait que ce soit une affaire exclusivement russe. Évidemment, ça passe par un certain nombre de mensonges historiques fondamentaux, comme par exemple, et ça s'entend, j'ai encore écouté la semaine dernière sur une radio de grande audience, que la Crimée a toujours été russe. Bon, il suffit d'étudier, il suffit de... C'est comme si on disait que la France commence sous Louis XVI, si tu veux. Bon. Et qu'on faisait commencer l'histoire de la Crimée à son annexion. Bon. Et donc ces mensonges-là, ces mensonges historiques, sont extrêmement importants, et c'est peut-être là la réflexion d'Hannah Arendt est très importante pour nous guider, c'est que la violence, elle est couplée toujours avec le mensonge. C'est pas pour rien que Poutine a écrit un livre d'histoire, enfin en tant qu'historien du dimanche, avant d'envahir ce pays. Donc il y a un certain nombre de combats pour lesquels moi je ne suis pas très bien disposé parce que je ne suis pas historien, je n'ai pas les compétences d'un historien, mais je vois bien que ça se joue toujours sur des mensonges historiques. Ce qui me choque, moi, c'est qu'on parle de cette guerre sans venir, sans essayer de la voir. J'aimerais beaucoup aller côté russe, mais comme tu sais, les journalistes côté russe se font trucider tout de suite. Donc c'est quand même un problème quand on veut écrire. Mais cette faculté qu'ont les Européens de juger cette guerre sans venir sur place ou sans essayer de dépasser le stade du clic sur Internet, personnellement me choque d'un point de vue éthique, mais me choque aussi parce qu'il s'institue un décalage énorme entre ce que vivent les Ukrainiens, la façon dont ils se battent, et aussi parfois la très grande simplicité de leur positionnement, et l'extraordinaire complexification, voire le complotisme. Tu vois, si tu vas sur Internet, tu as les explications les plus farfelues sur la guerre d'Ukraine, et donc tu es obligé de traverser cette espèce de rideau de mensonges pour arriver à des vérités premières. Ça, c'est une vraie épreuve, et c'est une épreuve qu'on ressent surtout quand on n'y est pas, paradoxalement, puisque tu l'as très justement dit, je partage mon temps et parfois je reviens, donc c'est toujours très difficile de passer d'un monde à un autre, d'un monde en paix qui s'illusionne sur l'absence de guerre, et puis après tu es directement à Kramatorsk. Bon. Et ce qui est très frappant, c'est justement que dans ce passage d'un monde à l'autre, c'est la part du déni. On est toujours pris, beaucoup plus que la propagande. La propagande ne marche que parce que les gens ont envie de ne pas voir.
parce que les gens n'ont pas envie de prendre la responsabilité ou de simplement penser que si tout le raisonnement qu'ils tiennent sur les Ukrainiens volerait en éclats le jour où ils seraient envahis. Donc on a des raisonnements qui ne valent que pour les autres, mais qui ne vaudraient jamais pour soi. Donc c'est ce que j'appelle la mauvaise foi. Et donc, on trouve que c'est normal que l'Ukraine cède des territoires, mais par contre, on ne le ferait jamais soi-même. Hein. Dans son pays, si on demandait à un Français, alors quel territoire vous seriez prêt à donner à la Russie si vous étiez envahi? Alors là, et pareil pour les États-Unis, bien entendu, hein, si on demandait à Trump, alors quel territoire des États-Unis vous seriez prêt à concéder pour avoir la paix, la fameuse paix? Bon, évidemment, ça serait un niet. Donc, c'est vraiment cette mauvaise foi extraordinaire. Un raisonnement, pour être valide, il faut qu'il soit applicable dans tous les cas. Sinon, c'est juste quelque chose qui les doubles standards. Voilà, double standard, partialité complète. Et bon, il faut traverser ces deux univers-là. Oui, pour voir plus clair, et évidemment, il y en a pas tellement d'étrangers qui se déplacent en Ukraine, dans un pays en guerre, c'est évident, puisque évidemment, il y a des journalistes, il y en a suffisamment de tout le pays. D'ailleurs, jamais en Ukraine, il y en avait autant de journalistes qu'aujourd'hui, si on peut comparer avec les années 2014 même, ou avant. Donc avant, il y avait des journalistes, des rédactions internationales qui avaient du mal à situer l'Ukraine sur la carte, évidemment. Donc si on voit des choses en comparaison, oui, il y en a, d'un côté, il y en a beaucoup, mais d'autre part, il y en a très peu, parce que voilà, pour rendre cette expérience de la guerre moderne, cette guerre que personne ne sait, sauf les Ukrainiens aujourd'hui, parce que la guerre en Europe, parce que c'est très différent de la guerre qu'on imagine quand on lit Hemingway ou Remarque, très différent. Ou Céline même, voilà. Absolument. C'est une guerre différente, c'est une guerre moderne avec les drones, avec ce danger de l'air que tu venais de dire aussi, ce danger invisible, donc cette mort soudaine et imprévisible et voilà, très cruelle avec les alertes aériennes, voilà, donc c'est très différent. Donc il y a très peu de cette expérience physique, malheureusement, et ça explique une certaine ras-le-bol, voilà. On en a ras-le-bol de parler de l'Ukraine, parlons d'autres choses. C'est vrai. Je me souviens qu'on avait eu une conversation sur est-ce qu'il est possible de perdre cette guerre et que l'Europe sombre dans l'oubli. Et je te parlais de cette phrase fabuleuse de Kundera dans La plaisanterie, où, alors je ne sais pas si je vais la citer exactement, mais la phrase, c'est le rôle de la compensation sera joué par l'oubli. Tous les torts seront oubliés. Et c'est pas exactement ça. Mais en tout cas, l'idée, c'est que tous les torts commis seront oubliés, in fine. Ouais. Et donc, dans La plaisanterie, évidemment, il y a quelque chose qui est très important chez Kundera, parce qu'il y a déjà toute une réflexion sur le soviétisme. Hein, et pour cause, pour un Tchèque. Oui, et sur le rôle de l'oubli, exactement. Pardon de citer inexactement un si grand romancier. Mais en tout cas, c'est quand même notre hantise à tous. 1, c'est de perdre cette guerre. 2, c'est qu'on la fasse passer par pertes et profits et qu'on se retrouve avec le même degré de déni, le même degré de mensonge. Après tout, même l'Holodomor, même ce génocide gigantesque, a fait l'objet d'un déni fondamental pendant des années, des décennies. Oui. Et donc, mais tu sais, il y a même quelque chose d'encore plus spectaculaire, parce que tu disais, cette guerre n'est pas la nôtre. C'est évidemment un argument que l'on entend beaucoup en Europe, hein, qui est même, je dirais presque la phrase fondamentale du déni. Cette guerre n'est pas la nôtre. Et j'étais très frappé de voir, en relisant Albert Camus, les éditoriaux de combat, que jusqu'à la date du juillet 1944, Albert Camus devait convaincre les Français que la guerre contre le nazisme était bien la leur. Donc en fait, cet argument, il a une grande histoire, une vieille histoire, et on peut même se demander si c'est pas toujours les mêmes arguments qui circulent face à la barbarie. Et vraiment, ça m'a frappé, ce parallèle m'a frappé, parce qu'en fait, cet argument-là est vieux au moins comme le nazisme. Oui, voilà, cette espèce d'aveuglement, cécité, ce que tu appelles le déni, c'est cécité, aveuglement, voilà, on accepte la guerre, mais elle ne me concerne pas, donc voilà, c'est vrai. Et donc, quand on regarde l'histoire ukrainienne,
on voit beaucoup d'amnésie dans l'histoire ukrainienne. On en a parlé à plusieurs reprises avec toi. C'est le fait que, et ça concerne pas uniquement cette amnésie extérieure, ça concerne tout aussi bien nous, les Ukrainiens. Voilà, c'est un peuple qui avait connu plusieurs anéantissements total. Dans plusieurs siècles, on s'est battu pour avoir un État. Il nous arrive souvent de répondre à la question des journalistes, par exemple. Reste tout à fait récemment, le 24 août 2025, je réponds à une question d'une journaliste. Et vous, en Ukraine, où l'État, il est tellement jeune, il a 34 ans seulement, etc., on doit expliquer que, oui, cet État moderne, oui, il est à 34 ans aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait plusieurs formes d'État sur ces terres, et qu'il y avait un État au Moyen-Âge, et qu'il y avait un État, une espèce d'État durant l'époque cosaque, et qu'il y a 100 ans, ici à Kiev, dans la période de 1917 jusqu'à 21, c'était une période tout à fait tourmentée, mais il y avait l'indépendance, il y avait un État, il y avait une république qui était balayée, qui était massacrée, qui était écrasée, donc c'est-à-dire que toute l'histoire d'Ukraine, c'est une palingénésie. C'est-à-dire que, et c'est pas par hasard que le hymne ukrainien, on dit Chene vmerla Ukraine, donc ce n'est pas encore morte, c'est-à-dire que c'est toujours le cycle de la mort, le passage par la mort et de la renaissance. Et dans ce cercle de la mort et de la renaissance, il y a toujours une place pour l'amnésie, puisque les générations oublient en fait toutes les souffrances qui ont passé, comme Timothy Snyder appelle ces terres-là, les bloodlands, c'est-à-dire les sangs de terre, les terres de sang, voilà, ouais. Les terres de sang. Donc tout ceci est important pour le peuple, parce qu'on oublie souvent, on oublie trop, et le travail de la mémoire et de retour à soi, de rejet de déni, il est important aussi intérieurement. Et donc, d'où la question qui est fondamentale, c'est que nous sommes au point de l'histoire où rien n'est garanti, on n'est pas sûr de gagner cette guerre. Et pourtant, toi, tu étais convaincu que, malgré cela, que l'Ukraine, aujourd'hui, on a une chance historique, et que de rester, de ne pas oublier, comme tu citais Kundera. Pourquoi tu es tellement convaincu ? Oui, c'est vrai, c'est étrange. Je suis convaincu parce que je suis parmi des Ukrainiens, que je vois la façon dont ils se battent, et puis surtout, je vois la façon dont leur amour de leur démocratie, qui est un amour très concret, et sur des enjeux, je les trouve extraordinairement intelligents. Par exemple, si tu penses aux dernières manifestations pour révoquer... Enfin, tu sais, lorsque les agences de corruption ont été... l'indépendance des agences de corruption a été remise en cause, bon, les Ukrainiens massivement sont descendus dans la rue, sans pour autant critiquer Zelensky, sans pour autant rompre le pacte démocratique qui est le leur. Et ça m'a beaucoup frappé, parce que je trouve qu'on a tellement à apprendre. La vieille Europe, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire la France, l'Espagne, l'Italie, même l'Angleterre, d'une certaine manière, a tellement à apprendre du génie démocratique ukrainien. Alors, je ne parle même pas du courage, je ne parle même pas du courage militaire, et je ne parle même pas des compétences stratégiques d'une armée qui se bat quand même à 1 contre 3, parfois dans certaines zones à 1 contre 5, et qui tient toujours. Donc ça suppose quand même une qualité tactique exceptionnelle. Je pense que c'est la meilleure armée d'Europe. Et c'est quand même des choses dont il faut prendre la mesure. Et je pense la même chose du génie démocratique ukrainien, que évidemment je suis bien en peine de trouver en Russie. Et donc c'est quelque chose qui d'une certaine manière, te remplit d'une forme de confiance, même si c'est une tragédie, mais la liberté va malheureusement souvent avec la tragédie, mais c'est aussi une espèce de foi, si tu veux, qui est inspirée par la fréquentation des soldats, mais qui est aussi la certitude toute bête que toutes les autocraties s'effondrent, in fine. Et il en dira de Poutine comme du stalinisme. J'ai aucun doute là-dessus. Simplement, notre seule question, et c'est une question qu'on partage toujours avec les soldats, c'est combien de morts avant ça ? Est-ce que nous, on verra ça ? Est-ce que nous, on survivra à ça ? Voilà, c'est ça.
puisqu'on sait que Poutine, lui, se donne beaucoup, beaucoup d'années encore au pouvoir. Il se voit très bien encore rester des décennies. Bon. Mais enfin, il y a quand même cette extraordinaire leçon en Europe qui est que tous les despotismes s'effondrent in fine. Alors, les démocraties ont leur propre faiblesse, à commencer par le fait qu'elles ne font la guerre que lorsqu'elles sont le dos au mur. Donc, elles ne peuvent jamais prévoir leurs ennemis, elles ne peuvent jamais aller de l'avant, parce que sinon, on les accuse d'être des va-t-en-guerre. Mais les despotismes ont évidemment leur propre faiblesse interne, et je suis persuadé qu'il en ira de ce despotisme-là comme de l'Union soviétique elle-même. Voilà, et cette absence de la vision d'avenir aussi qui est propre à la Russie, parce que on peut dire ce qu'on veut, on peut parler de la politique revancharde de la Russie, mais tout ceci concerne le passé, c'est-à-dire ou bien cette vision hétéroclite des divers éléments du passé. Empire russe, Pierre le Grand, Catherine II, Staline, n'importe. Quand on écoute ce qui était dit par Poutine, quand on regarde par exemple Lavrov qui se déplace à Alaska avec son t-shirt et écrit URSS, ça veut dire quoi? Ça veut dire un truc qui n'existe plus depuis 40 ans. Donc, c'est-à-dire que mettre sur ton t-shirt quelque chose qui n'existe plus, ça veut dire que tu peux pas concevoir quelque chose de nouveau, d'intéressant, de plus sexy, de plus intéressant, plus sympathique qu'une version de passé. Donc, cette absence d'imagination, elle est quand même frappante, n'est-ce pas? Toi, tu es écrivain, tu travailles beaucoup avec imagination, je pense que tu serais d'accord. Oui, mais tu sais, bon, c'est un objet un peu hétéroclite. C'est évident qu'il y a un vide idéologique du côté russe, encore que, et donc quelque chose d'assez, à la fois un retour à l'impérialisme, à la fois un retour à une nostalgie de l'URSS, à la fois, bon, c'est une série de choses qui sont une sorte d'objet non identifié. Mais enfin, si on revient à la base, c'est quand même toujours des régimes où la liberté d'expression n'est pas autorisée, puisqu'on n'a pas le droit de critiquer sa propre guerre, ce qui fait que c'est très ironique lorsque les Européens regardent Poutine comme une sorte, le seul vrai pacifiste, et tous les autres sont des va-t-en-guerre, il ne fait que défendre son pays. Quand on pense que ceux qui sont anti-guerre en Russie sont persécutés, bon voilà, déjà c'est une hérésie. Mais tous ces régimes-là, et le régime de Poutine en particulier, rompt avec toutes les libertés fondamentales de l'état de droit. L'indépendance de la presse, la séparation des pouvoirs, etc. Donc on peut quand même si cet objet est un peu non identifié, se rendre compte que c'est toujours un combat très fondamental des démocraties, de l'état de droit, tel que ces concepts se sont élaborés dans la douleur et au travers des siècles en Europe, et ces régimes autoritaires qui ont tous pour ennemi précisément l'Europe. Donc là, il y a un combat civilisationnel qui est évident, qui est politique. Toutes les autocraties actuelles se solidarisent, se tiennent par la main, s'échangent des soldats, des compagnies, des bataillons, des armes, et ont pour unique ennemi ce qu'ils appellent l'Occident, et parfois de façon plus précise l'Europe. Mais ça n'est pas pour rien. Et donc, je pense que c'est une des choses dont l'Europe peut être très fière, c'est d'avoir autant d'ennemis, et autant d'ennemis de cette nature. Oui, être fière, mais à la fois très menacée. Si on regarde au niveau même de chiffres, donc faisons un peu de mathématiques, regardons la population des pays, les populations des pays qui vivent dans les régimes qu'on ne peut pas nommer des régimes démocratiques. Chine, la Russie, l'Iran, Corée du Nord, c'est minuscule, mais ça existe. Après, voilà, l'Inde, avec démocratie, c'est tout à fait très imparfaite, quoi, on va dire. Donc c'est plutôt dans ce bloc-là. Et donc côté population, donc je pense que les républiques, on a quand même cette impression-là que les républiques, en tout cas les républiques européennes, on parle même pas des États-Unis là, sont quand même assiégés en quelque sorte par cette foule de régimes qui ont beaucoup qui commencent à devenir beaucoup plus puissants qu'il y a quelques décennies, et donc c'est cette fragilité là qui ressort aussi. Mais tu sais, ça recoupe tout ce qu'on a dit auparavant. Quand je te dis par exemple qu'on peut être très fier d'avoir ses ennemis, c'est parce que de toute façon on aura toujours des ennemis. La liberté, l'égalité irritera toujours un nombre considérable de régimes, d'impérialistes,
thanocrate, enfin, de thanatocratie, plus exactement, et même aussi de nihiliste ou de relativiste, pour qui la démocratie, c'est juste un mot. Bon, c'est une chose tout aussi révoltante quand on a la chance de pouvoir ne pas être jeté en prison quand on critique la guerre. Enfin, je veux dire que vous pouvez critiquer Macron et la guerre de Macron sans être inquiété. Vous ne pouvez pas faire la même chose en Russie. Bon, ça devrait suffire pour faire une petite nuance très significative. Mais toute démocratie, toute république a des ennemis. Elle aura toujours des ennemis. Et c'est là où, si tu veux, je romps avec le pacifisme européen qui est celui de ma génération, d'une certaine manière. C'est qu'il ne faut pas s'imaginer un monde sans ennemis. La seule chose, notre seul devoir, c'est de faire en sorte qu'il y ait une distinction entre la violence et la force. C'est que la force soit mise au service de la liberté et non pas au service de quelques-uns ou d'un gang ou d'une série d'oligarques ou d'une folie religieuse. Et voilà, donc cette distinction, il faut la tenir, c'est notre devoir en tant que républicains, mais l'idée qu'il soit choquant qu'on ait des ennemis est une idée, à mon avis, critiquable. On aura toujours, Européens, des ennemis. Il faut que les ennemis s'affaiblissent dans le temps et qu'on soit fort et solidaire face à tous les ennemis qui sont là. Depuis la dernière question, toi tu es écrivain évidemment, tu as commencé à interroger, à parler avec les écrivains ukrainiens, mais on n'a aucun doute qu'un jour tu écriras sur l'Ukraine. Sans doute tu as un projet, un cours. Si tu écrivais sur l'Ukraine, ça serait quoi ? Écoute, j'ai déjà commencé, ça prend du temps, parce que une guerre est une chose tellement énorme, tellement complexe, tellement multidimensionnelle. Évidemment, quand tu vas en Ukraine, tu n'as pas la conscience opératique des événements, c'est-à-dire tu ne connais pas la multiplicité des théâtres, tu ne peux pas être partout à la fois, tu ne sais pas ce que signifie le fait de perdre un village par rapport à un autre endroit, etc. Donc tu ne peux faire que des coupes, tu ne peux faire que des... oui, une sorte de travail d'investigation très local, mais qui peut avoir une dimension plus importante. Et c'est ça que j'ai pris du temps à comprendre, c'est où je dois être pour comprendre cette guerre, même si je sais que ma perception sera toujours limitée, géographiquement, socialement, etc. Mais est-ce qu'il y a des situations à la fois humaines et tactiques qui permettent de restituer cette guerre dans son ensemble? Donc ça, c'était une préoccupation. Moi, si tu veux, j'ai toujours eu deux approches. C'est une approche complètement humaine, c'est-à-dire d'essayer de comprendre comment elle est vécue par les soldats en première ligne, et puis une approche aussi tactique, parce que tu sais, on dit toujours que la vérité est la première victime de la guerre, mais je pense que c'est pas du tout le cas. Il y a une vérité tactique. Si tu perds un village et que tu perds un village parce que tu as fait une erreur tactique, cette erreur, elle peut être reconnue et par celui qui a perdu et par celui qui a gagné. Il y a une vérité du tactique. Et ça, c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup. C'est-à-dire que je veux comprendre, en fait, comment les soldats se battent, parce que in fine, c'est comme ça que tu défends la liberté. Donc, il y a un enjeu tactique que j'essaie de restituer, et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'entretiens avec les soldats eux-mêmes. Et quand je suis à Soubi, je leur dis, mais alors, comment vous avez tenu la ville ? Et c'est là que tout devient très, 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 très concret, tu vois. C'est parce qu'il y a cette forêt, parce que s'ils arrivent jusque-là, on a dû miner cette partie-là, et parfois, ce sont des choses tellement matérielles que c'est vraiment pour moi, c'est du ressort total de la littérature. C'est à l'écrivain de décrire ces détails. Et avec toujours, bien entendu, la conscience que de cette bataille va dépendre le fait que Soumy soit prise ou pas, devienne le nouveau Kherson ou pas, etc. Donc c'est à la fois une approche très, je dirais, humaine parce que je veux comprendre le vécu des soldats, et en même temps une approche très tactique parce que je veux comprendre comment les gens se battent. Et donc ça serait in fine, ça serait un livre sur comment cette guerre se déroule du point de vue technique. C'est quand même un peu rare que de rencontrer un écrivain qui s'intéresse à cela, mais pas, par exemple, à ce qui se passe dans les âmes des soldats et quelles sont leurs convictions, mais cette technologie de combat et comment, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que se trouve derrière les mots? Oui, mais tu sais, si tu parles avec des soldats, les deux aspects se joignent très très vite.
Je dois beaucoup à un écrivain ukrainien qui s'appelle Yevhen Lir, qui est droniste à Soumy, et qui m'a expliqué avec une immense générosité l'enjeu tactique de la bataille à l'époque où j'y étais. Et c'est à la fois son vécu, parce qu'on voit, c'est un écrivain extraordinairement courageux, extraordinairement doué en tant qu'écrivain. Et donc, tu perçois les deux choses simultanément, parce que c'est à la fois, il te raconte quelque chose qu'il a vécu, donc tu es en charge, tu es en contact avec de l'émotion pure, d'une certaine manière, parce qu'évidemment, c'est pas indifférent de se battre et de risquer sa vie à toutes les heures. Et en même temps, il le fait parce qu'il veut défendre cette partie du territoire dont il a la charge, avec évidemment ses camarades. Et donc les deux se rejoignent, ça paraît un peu abstrait comme ça, lorsqu'on le déplie théoriquement, mais en pratique, c'est tout à fait uni. C'est l'expérience même du soldat, en fait. Parce qu'il a une mission, il est en charge de faire quelque chose à l'intérieur d'un groupe tactique, et lorsqu'il m'explique comment il fait cette chose, je comprends à la fois son vécu et l'enjeu extraordinairement important qui est le sien. Ce qui vraiment m'intéresse, c'est de partir du concept de liberté, qui est un concept très abstrait, pour voir comment ça s'incarne de la façon la plus concrète, la plus matérielle, dans des zones locales très précises. J'ai déjà trouvé le titre provisoire, tu me diras si tu l'acceptes. Donc ce sera un livre « Comment l'Ukraine a-t-elle gagné la guerre ?» Oui, je l'accepte. Merci beaucoup David pour cet entretien, pour ce dialogue et pour justement pour ce que tu fais pour l'Ukraine, en parlant à nos soldats, en parlant à nos poètes et nos écrivains, en les traduisant aussi un peu donc en les découvrant aussi au public francophone et britannique aussi. C'est extrêmement important pour que ce combat ne soit pas invisible. C'est moi qui te remercie. C'était l'épisode de l'Ukraine en flammes, une chaîne YouTube en français par l'Ukraine Crisis Media Center. Je m'appelle Tetiana Ogarkova et nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Et si vous trouvez notre travail utile, n'hésitez pas à commenter, de partager cette vidéo. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine. Slava Ukraini!